Salut à tous, merci de nous rejoindre pour cet entretien avec l'honorable Aïdara Aïssata, dite Château. Elle est députée élue de Bouram, dans le Nord-Mali, deuxième vice-présidente du Parlement africain. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci. Vous êtes donc membre du bureau exécutif du Parlement africain. Qu'est-ce que c'est le Parlement africain? Merci beaucoup. Merci de m'accorder cet entretien. Effectivement, je suis la deuxième vice-présidente du Parlement panafricain, chargée de la diplomatie, parce que le bureau du Parlement panafricain est composé de 5 membres. Vous savez, le Parlement panafricain, on l'a divisé en 5 régions. Nous avons d'abord la région Afrique de l'Ouest. Moi, je suis de la région Afrique de l'Ouest. Donc, en gros, je représente l'Afrique de l'Ouest au bureau. Il y a la région Afrique centrale, il y a la région Afrique de l'Est, il y a la région Afrique australe et la région Afrique du Nord. Donc, il y a 5 membres du bureau, le président et les vice-présidents. Et chaque vice-président a une tâche. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que je suis la deuxième vice-présidente, mais chargée de la diplomatie. Vous savez qu'avec la crise qui sévit dans le monde, pour ne pas dire en Afrique particulièrement, on a besoin de la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire est très importante pour compléter la diplomatie classique de tous les jours. Donc, en dehors des membres du bureau, c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas le Parlement panafricain, ni son fonctionnement d'ailleurs. C'est que le Parlement panafricain est composé de 55 États, disons les 55 États membres de l'Union africaine. C'était 54, avec l'arrivée du Maroc, c'est maintenant 55. Et comment ça se fait? Pour être membre du Parlement panafricain, il faut être élu chez toi, dans ton pays. Et chaque pays a la responsabilité, l'obligation d'envoyer 5 membres du Parlement du pays. Et parmi les 5 membres, il y a une autre obligation, c'est qu'il faut parmi les 5 au moins une femme et au moins un membre de l'opposition. Donc ça, c'est pour vraiment représenter toute la classe politique. Au niveau du Parlement panafricain, comme tous les organes de l'Union africaine, la parité pour être élu, c'est la parité qui est là. Moi, par exemple, je suis candidate, mais pour que ma candidature soit validée, il a fallu que j'ai un autre candidat homme dans ma région, qu'on soit deux, un homme et une femme. Et quand il y a un homme aussi, le président a été élu, mais il avait en face une femme. Ce qui est déplorable, c'est que très souvent, les femmes, elles sont candidates pour accompagner. C'est-à-dire que puisque les textes interdisent à un homme d'être candidat à une femme, donc ils prennent une femme qui négocie à l'avance et arrivée dans la salle, elle désiste au profit du homme. Bon. Pour mon cas, c'est le monsieur qui a désisté en ma faveur. Donc je crois qu'on est en train d'avancer vers l'émancipation de la femme au niveau de l'Union africaine. Et pour répondre au reste de la question, parce que c'est tellement large, mais les gens doivent comprendre au moins les grandes lignes, c'est qu'au niveau du Parlement panafricain, ça fonctionne comme à peu près au Parlement européen. C'est-à-dire qu'on a des commissions. C'est-à-dire qu'on a la commission affaires étrangères, on a la commission économique, on a la commission transport, la commission JAR. Donc on a des commissions. Et ces commissions-là travaillent inlassablement sur les dossiers vraiment très chauds. Mais à la différence qu'au niveau du Parlement panafricain, nous ne sommes pas un Parlement qui peut voter des lois pour le moment. Pourquoi on ne peut pas voter des lois? Parce que les États membres ont décidé de faire du Parlement panafricain un Parlement législatif. C'est ce qu'on appelle le protocole de Malabo. C'était à Malabo. Et depuis que ça a été signé, il n'y a pas eu les ratifications qui nous permettent de fonctionner en tant que Parlement qui peut légiférer et voter des lois. Sur les 28 signatures dont on a besoin, parce qu'il faut au moins 28 signatures pour commencer, on n'en a pas les signatures, les ratifications, on a déjà 11 ratifications, mais on a une vingtaine de signatures, mais la signature ne suffit pas pour qu'on soit législatif. Donc aujourd'hui, les gens nous posent souvent la question de savoir, mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites puisque vous ne pouvez pas légiférer? On ne peut pas légiférer, mais tout ce que la Commission prend comme point, je ne dirais pas point, c'est-à-dire que chaque année, par exemple, il y a 2 ans, ils ont dit, bon, cette année c'est pour les femmes. L'année d'après, on dit c'est pour les jeunes. Cette année, c'est pour la corruption. Donc tous les sujets sont discutés au niveau du Parlement panafricain avec des spécialistes et nous, on fait des résolutions et des recommandations à la Commission en tant que représentants
les peuples africains. Et je ne vais pas fermer cette parenthèse sans parler du fait que on fait quand même, on joue un rôle de lobby. Et ça, c'est très important, que ce soit en Europe, que ce soit au Congrès américain, que ce soit un peu partout. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ne savent pas que c'est grâce au Parlement panafricain que les sanctions ont été levées sur le Soudan. Parce que quand on veut sanctionner un chef d'État, on veut bien. Mais quand on veut sanctionner le peuple, je crois que nous, on doit agir parce que le peuple nous a élus et le peuple consomme. Vous parliez tout à l'heure de dossiers chauds. Est-ce que vous avez un exemple d'un dossier chaud, peut-être le tout dernier, qui vous a réuni et autour duquel vous avez débattu? Oui, j'avais parlé du problème du Soudan. Et quand je dis les déchets chauds, par exemple, l'autonomisation de la femme, c'est aussi chaud. Parce que si les femmes sont autonomes, je crois que le monde a tout à gagner, et l'Afrique en particulier a tout à gagner. Donc on a fait des résolutions dans ce sens. Les dossiers les plus chauds, je vais dire, c'est le dossier de la sécurité. Et là, en Afrique du Sud, on était en réunion du bureau pour discuter du dossier chaud du moment, la xénophobie en Afrique du Sud. Et nous, en tant que représentants des peuples africains, on trouve inadmissible que dans un pays africain qui est la xénophobie, ou bien que dans un pays africain, on tue des gens tout simplement parce qu'ils se sont déplacés pour aller dans un autre pays frère africain. Donc au niveau du bureau, on a fait, je dirais en 3 jours, on a fait 4 à 5 réunions en 3 jours. Rien que pour pouvoir harmoniser d'abord nos points de vue au niveau du bureau, rencontrer les autorités pour leur demander qu'est-ce qui se passe et leur donner les éléments que nous on a, parce que nous, on est obligé de tenir compte des éléments que les ressortissants que nous représentons nous donnent. Bon, c'est vrai qu'avec Internet, il y a un peu d'exagération des fois, mais le problème, il est là et on ne peut pas l'occulter. En tant que représentant des peuples africains, on a la responsabilité, quel que soit ce que ça doit nous coûter, de pointer du doigt ceux qui font ce genre de choses. Et il ne faudrait pas qu'on fasse aussi l'amalgame. Ce n'est pas tous les Sud-Africains qui sont en train de faire ce qui s'est passé. Il y en a quelques-uns. Et ceux qui le font, nous, notre responsabilité, c'est de demander aux autorités sud-africaines de les dénicher là où ils se trouvent et de les mettre à la disposition de la justice pour que plus jamais ça. Et on travaille aussi avec les députés sud-africains, c'est-à-dire nos collègues sud-africains, il y en a 5 membres comme je vous ai dit. Et on est d'autant plus à l'aise que le petit-fils de Mandela est membre du Parlement panafricain. Et lui, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, nos collègues ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais c'est un travail qu'ils doivent faire en tant que Sud-Africains. Nous, on ne peut que les interpeller en tant que nos collègues et interpeller les gouvernements. Mais le travail de lobbying et de sensibilisation doit être fait par les représentants des peuples, je veux dire les députés, les sénateurs. Et je crois qu'ils nous ont bien compris. Et je crois qu'hier ou avant-hier, ils étaient en réunion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que plus jamais ça. Et ce sujet va être un sujet d'urgence qu'on va débattre lors de la session qui va s'ouvrir. On va donc revenir également sur la session. Donc on peut retenir qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens-là. Juste pour terminer sur la présentation du Parlement panafricain, c'est donc un organe de l'Union africaine qui est doté d'un rôle consultatif auprès du chef d'État. Pour l'instant, oui. Alors, le Parlement panafricain a pour vocation d'être une plateforme qui permet aux populations des pays africains d'être impliquées dans les discussions et les prises de décision sur les problèmes et les défis auxquels le continent est confronté. Concrètement, comment les populations peuvent s'impliquer justement? Oui, mais les populations peuvent être impliquées dès lors que le Parlement panafricain est composé des parlementaires de nos pays. Donc à travers les élus. Voilà, à travers les élus et à chaque fois qu'on discute ou bien on vote des lois au niveau de nos parlements locaux, on fait ce qu'on appelle la restitution à la base. Donc en faisant la restitution à la base, on prend aussi les résolutions, parce que toute résolution qui a été prise au niveau du Parlement panafricain, puisque ce sont les parlementaires des pays qui prennent les résolutions et qui les envoient à travers le bureau à la commission, donc ils font le compte rendu en disant qu'au Parlement panafricain, voilà le sujet dont on a discuté, voilà les résolutions qu'on a eues après. Mais je dis que il faut que chacun à son niveau, chaque Africain, se rende compte qu'il est nécessaire
que le Parlement africain soit un Parlement législatif. Je sais qu'il y a de la réticence au niveau de certains États. C'est normal parce que, comme vous l'avez dit au début, c'est parce que les gens ne comprennent pas trop le rôle du Parlement panafricain. Nous, on ne va pas nous substituer aux États pour prendre des lois qu'on va voter à leur place. Non. On va proposer des lois types. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'autonomisation de la femme, pour la jeunesse, pour la sécurité, pour tout ce qu'il y a comme problème dont on peut parler, et on peut proposer des lois types qu'on envoie aux États, et c'est dans chaque État, en fonction de ses réalités et de ses spécificités, qui va voter cette loi-là en intégrant ces spécialités-là. Alors, vous êtes en mission officielle en France, vous Oui. rentrez de Strasbourg, où vous avez fait un plaidoyer au Parlement européen sur l'éducation des enfants, particulièrement des jeunes filles. Qu'aviez-vous dit exactement? Oui, au fait, en tant que parlementaire, nous avons essayé de constituer un groupe de pression. C'est-à-dire un groupe de pression qui va faire pression sur les États. Vous savez que l'Union européenne joue un rôle très important dans nos États, rien qu'en termes de financement. Et on avait à l'ordre du jour l'éducation des enfants, effectivement. Et moi, j'ai rajouté à cet ordre du jour, particulièrement, l'éducation des jeunes filles. Pourquoi? Parce que les jeunes filles sont déscolarisées à partir de 6 ans, très souvent. En Afrique, c'est ce qu'on constate en tout cas vers le Mali, mon pays que je connais, et c'est des filles qu'on est pressé de donner en mariage. Donc il faudrait le maintien de ces filles-là à l'école. Parce que c'est trop beau de dire il faut la parité, il faut autant de femmes ministres, mais s'il n'y a pas l'éducation, mais si elles n'ont pas le niveau qu'il faut pour être ministres, elles ne pourront pas l'être. Et ça, le départ c'est quoi? Le départ c'est l'éducation. Et j'ai parlé particulièrement de l'éducation dans les zones en conflit. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés, et rien que parce qu'il y a le conflit chez eux, ils sont obligés de rester à la maison ou bien de se cacher. Il n'y a pas l'administration, il n'y a rien du tout. Donc qu'est-ce que l'Union européenne peut faire aussi pour nous accompagner? En termes, moi je préfère toujours utiliser le nom accompagner. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient l'impression qu'on est là. Et ce sont les Européens ou la communauté internationale qui doivent venir faire à notre place ce que nous on doit faire. Tout ce qu'il y a comme problème en Afrique doit être géré d'abord par les Africains. Et puisque nos moyens, malheureusement, ne suffisent pas pour régler tous les problèmes, on peut faire appel à la communauté internationale pour nous appuyer. Donc, j'ai demandé un appui pour que vraiment il y ait plus de classes, plus d'écoles, parce que les classes ont été complètement détruites et avec nos faibles moyens, vous savez qu'on ne pourra pas reconstruire toutes les classes comme c'était avant. On va aller par étapes. Mais j'ai demandé à ce qu'au niveau de l'Union européenne, qu'on aille plus vite. Et j'ai eu le privilège de rencontrer la présidente de la Commission de l'Union européenne. Et on a parlé surtout de comment avoir une collaboration étroite, donnant-donnant, entre l'Union européenne et entre le Parlement européen et le Parlement panafricain. Et ça, c'était pratiquement une demande même. C'était dans l'ordre du jour de la réunion qu'on a eue, mais en aparté, quand je l'ai rencontré, j'ai dit il devient nécessaire et indispensable qu'on agisse par rapport à cette situation d'immigrés, cette situation de réfugiés, cette situation, en tout cas, on doit se mettre ensemble. Et j'ai parlé particulièrement de l'aide de l'Union européenne au G5 Sahel. Parce que peut-être les dirigeants ne le disent pas trop, mais nous, parlementaires, on sait comment ça se passe. On annonce des sommes faramineuses. Les gens ont l'impression que, bon, voilà, le G5 Sahel doit marcher parce que là, il y a autant de millions. Mais concrètement, ça ne suit pas. Ou alors, on va donner des véhicules, du matériel peut-être un peu vétus, des choses comme ça, et on dit le montant, on dit, bon, pour tel montant, on a donné au G5 Sahel. J'ai dit, il faudrait qu'il y ait une déclaration commune. Union européenne, Parlement européen, Parlement panafricain, pour toucher du doigt tous ces problèmes. Et là, vous parlez de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la xénophobie, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la façon dont les gens sont accueillis ici en Europe quand ils viennent. De notre côté aussi, il y a quelque chose à faire parce qu'on veut toujours dire que c'est encore eux là-bas les Français, encore eux là-bas les Européens. Mais il faudrait qu'on ait le courage de dire que chez nous aussi, on a des problèmes.
Parce que quand on regarde ce qui se passe par rapport aux gens qui vont mourir en mer, qui passent par la Libye, mais il y a des passeurs en Afrique. C'est pas ces passeurs-là qu'on passe. Les gens passent souvent par ces passeurs-là pour prendre de l'argent, les envoyer en Libye, aller les vendre comme des esclaves. On peut bien parler de la Libye et on peut parler des pays d'accueil qui refusent d'accueillir les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au départ? C'est ce qui se passe chez nous. Donc moi, à chaque fois qu'on parle de ce problème, je fais une proposition concrète. Il faudrait qu'on arrive à proposer des lois types dans nos États pour que tous ceux qu'on va attraper dans ce trafic-là soient des criminels et qu'ils soient considérés comme tels. Qu'on les traite comme on traite les criminels et qu'il y ait derrière des lois. Vous avez le sentiment d'être entendu? J'ai le sentiment d'être entendu, sauf que concrètement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, je veux dire. C'est-à-dire qu'on en avait parlé quand on était, la dernière session, on l'a fait au Rwanda. C'est moi qui présidais la session. Et je crois que j'ai fait cette proposition qui a été validée par mes collègues. Mais c'est très lent à mettre en route parce qu'il s'agit quand même de 55 pays, de 55 mentalités, de 55 langues. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il faut qu'on y arrive parce qu'on ne peut pas nous asseoir et regarder tous les jours les Africains aller mourir en mer et nous dire aussi qu'on est fiers d'être les représentants de ces Africains. Alors vous parlez du G5 Sahel tout à l'heure, vous êtes la présidente des femmes du G5 Sahel, on vous a vu sur tous les fronts lors des négociations, parlant de la crise qui a frappé le nord Mali, qui continue à frapper d'ailleurs. Justement, aujourd'hui, le Sahel, on a l'impression que les armées étrangères présentes au Mali et même les États africains sont en train d'échouer. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là? Bien sûr qu'on a ce sentiment. Et pour revenir à l'entretien que j'ai eu avec la présidente de la commission du Parlement de l'Union européenne, je lui ai dit, et je l'ai dit aussi en réunion de façon officielle, c'est écrit noir sur blanc dans mon discours, et j'ai insisté là-dessus quand je l'ai vu. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a l'impression que les forces étrangères ne sont pas là pour que la paix revienne dans nos États. Et il faudrait qu'on fasse aussi une déclaration commune dans ce sens, je lui ai dit, qu'on fasse une déclaration commune pour qu'on sache que les peuples africains et les peuples européens ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Elle m'a dit, mais est-ce que ça communique bien? J'ai dit oui. Tout ça, ça fait partie. Il y a un problème de communication. Mais si vous me demandez, moi, en tant que parlementaire, je n'ai pas la langue de bois, je peux dire ce que je ressens sans avoir peur de le dire. Pour nous, ils ont un agenda caché. Et que leur agenda, ce n'est pas de libérer nos États. Oui, elle a un peu parlé de oui, mais le Conseil de sécurité, est-ce que leur rôle est... J'ai dit oui, mais d'accord, le Conseil de sécurité, si on leur dit, vous devez vous limiter à ça. Force d'interposition, même si les gens s'entretuent, même si vous voyez les terroristes venir, vous n'avez pas le droit de tirer sur eux. Mais nous, peuples africains, nous, peuples européens, est-ce qu'on doit accepter cela? Ça, c'est la décision des États, ça, c'est la décision des pays, ça, c'est la décision des décideurs à un autre niveau. Mais nous, on peut leur dire, on n'est pas d'accord avec votre décision. C'est ça aussi le rôle d'un parlementaire, c'est de dire, oui, l'État a décidé, le gouvernement a décidé, mais dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, nous, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et je crois que ça va avoir beaucoup plus de poids si c'est une déclaration conjointe, Parlement européen, Parlement africain, et c'est là qu'elle m'a dit, elle me promet solennellement que dès qu'elle a l'invitation, elle va se programmer pour faire elle-même le déplacement sur l'Afrique du Sud, qu'on aille discuter de tous ces problèmes en profondeur et faire une décision, une déclaration commune. Parce qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de nous asseoir et de regarder. Aujourd'hui, je lui ai dit, il y a un sentiment anti-communauté internationale qui est en train de naître en Afrique et principalement dans les pays en crise. Et chez moi, au Mali, on a vu des gens marcher contre la France, on a vu des gens marcher contre la MINUSMA. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se limiter seulement à un truc ils sont là, c'est du siasif. Non, ça ne suffit pas. Ils ont quand même suffisamment de moyens. Je vais profiter pour rebondir sur ce qui vient de se passer au Mali, où il y a eu plus de 30 morts. Et je m'arrête là pour vraiment m'incliner devant le corps de ceux qui sont morts et que
présente les condoléances les plus attristées et je souhaite que ceux qui sont blessés aussi aient la santé et ceux qui sont perdus qui soient retrouvés. Mais comment vous pouvez comprendre qu'il y ait ces forces qui ont autant de moyens et qu'ils ne puissent pas savoir qu'il y a une colonne de terroristes qui est en train de quitter parce qu'ils ne se lèvent pas le matin pour venir 10 minutes après. C'est préparé. Mais pourquoi ils ne voient pas? S'ils ne voient pas, soit ils ne sont pas efficaces, soit ils laissent faire. On ne peut pas le comprendre. Parce que c'est facile de dire que les forces africaines ne sont pas compétentes. Non, il ne faut pas voir la chose comme ça. Moi, je pense qu'en tout cas, dans mon pays, au Mali, l'armée, les femmes, ils font le maximum. Et il y a eu beaucoup de changements depuis qu'on a voté la loi d'orientation militaire qui a permis à ces militaires-là d'avoir plus de matériel, d'être à jour par rapport à ce qu'ils utilisent comme matériel, d'avoir des avions, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais le terrorisme, on ne peut pas demander à un pays comme le Mali ou bien un pays comme le Burkina, comme le Niger, de venir à bout du terrorisme, alors que les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance, n'a pas pu arriver à bout du terrorisme. Et c'est ce que j'avais dit quand j'ai été reçu pendant la crise au secrétariat d'État américain. Je leur ai dit, mais écoutez, on ne peut pas comprendre que vous restiez en retrait, parce qu'on ne vous sent pas trop, alors qu'on a en face des terroristes. Et vous dites que la lutte que vous menez, c'est le terrorisme. À l'époque, ils disaient, oui, c'est parce qu'au Mali, il y a eu un coup d'État, on ne peut pas intervenir. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas ne pas intervenir au Mali, puisque le coup d'État, il est derrière nous. Toutes les institutions sont revenues. Si vous ne venez pas combattre auprès des forces européennes qui sont là, en tout cas, moi, en tant que parlementaire, je retiendrai que vous avez un agenda caché et que je le considère comme non-assistance à personne en danger. Et suite à cela, on avait même eu une réunion au niveau du Congrès et ils ont quand même essayé d'envoyer des gens, une brigade mobile, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument que tout le monde s'implique parce que le terrorisme n'est pas l'affaire d'une personne, d'un pays ou d'un continent. Le terrorisme, il est mondial. Et si ça va en Afrique, ça ira mal. Et je ne peux pas fermer ce dossier sans parler de tout le mal que le président Sarkozy nous a causé par rapport à la Libye. Parce que tous les problèmes que le Mali est en train de vivre, tous les pays les problèmes que le Sahel est en train de vivre, à 99%, je dirais que c'est suite à la chute de Kadhafi. Et ils n'ont pas fait le service après-vente. Ce qu'ils ont fait n'était pas normal, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites après? Ils n'ont pas assuré le service après-vente. Évidemment, s'ils ont des agendas cachés ou bien ils ont fait des promesses qu'ils ne devraient pas, ils ne peuvent pas faire ce qu'il y a lieu de faire pour que ça aille mieux. Alors, je rappelle que vous êtes député élu de Bourem, oui, qui est situé à 90 km seulement de Gao, donc au nord Mali, où sévit donc cette crise. Alors, le 26 septembre dernier, vous avez été reçu par le président malgache, André Rajoelina. Entre autres questions, évoqué la ratification par Madagascar du traité de Malabo élaboré en 2015. D'abord, qu'est-ce que c'est? Vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est exactement le traité de Malabo? Oui, mais le protocole, moi, chaque fois que je parle du protocole de Malabo, je prends le point le plus saillant et le plus important qui intéresse les populations. Il ne faut pas rentrer dans des trucs techniques qui ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse aujourd'hui et ce qui peut être bien, c'est qu'on puisse voter des lois. Et dans ce protocole-là, on va voter des lois et le suffrage aussi va être direct. On va être élu comme les Européens sont élus. Parce que nous, on aime prendre l'exemple sur les Européens. Mais si on veut prendre l'exemple, mais il faut prendre tout ce qui est bon. Mais nous, on est là, on prend l'exemple seulement quand c'est pas bon. Mais quand c'est bon, on préfère dire, oh non, on a autre chose à faire. Non. Le protocole de Malabo, j'ai effectivement, pour répondre à votre question par rapport au président malgache, et c'est le président du Parlement panafricain, Roger Nkoudal, qui avait demandé une audience au président, parce que de coutume, vous savez, nous, on est une force de pression par rapport aux États. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau président dans un État, on va quand même faire une visite de courtoisie à ce président pour lui parler effectivement du Parlement panafricain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Mais le point séant, c'était effectivement là où on se déplace aujourd'hui, on parle du protocole, parce que ce protocole-là, s'il n'est pas voté, on ne peut pas être législatif. Madagascar avait déjà ratifié, avant que lui n'arrive, son prédécesseur avait déjà ratifié. Mais ils peuvent mettre la pression sur les pays qui sont autour d'eux. Au fait, chaque fois qu'on voit un chef d'État, le Mali par exemple a ratifié, le Mali a été, c'est pas mauvais de rappeler que le Mali a été le premier pays à avoir ratifié le protocole du Parlement panafricain.
Mais on va continuer à voir le président Ibrahim Boubacar Keïta pour qu'il voit les chefs d'État qui sont autour de lui dans ces relations et qu'il les exhorte à ratifier ce protocole. Le fait que le protocole ne soit pas ratifié, moi je pense que c'est un manque de volonté politique. Je m'explique. Aujourd'hui, on a fait le protocole sur la libre-échange et on a décidé que c'est le président Issoufou qui est le champion. Mais pratiquement, à moins d'un an, en tout cas maximum, maintenant tous les pays ont ratifié parce qu'il y a un chef d'État qui a pris à bras le corps. C'est pour dire un peu que bon, lui c'est un président qui vient d'être élu, mais qui peut aussi, autour de lui, les chefs d'État qu'il connaît, il peut porter ce projet pour demander à ceux qui n'ont pas encore ratifié ce protocole qu'ils le ratifient parce qu'on est dans l'urgence par rapport au vote des lois. Parce que pour l'instant, on est dans les résolutions. Recommandations. Mais je te fais une recommandation, tu me consultes pour quelque chose, je te donne ma recommandation, tu n'es pas obligé de prendre ça en compte. Tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses ce que tu n'as pas envie de prendre. Alors, combien de ratifications vous manque pour être opérationnel? Pour l'instant, on est à 12 ratifications et il nous faut 28 pour être opérationnel. Que vous a dit le président malgache? On n'y est pas encore. Oui, lui, il nous a promis de faire tout ce qui est de son possible parce que son pays a déjà ratifié, on les félicite pour ça, mais qu'il fera le maximum pour que les chefs d'État, en tout cas avec lesquels il a des conversations, pour que ces chefs d'État aussi prennent les choses à bras le corps afin que le protocole soit ratifié parce qu'on lui a montré aussi l'importance de la ratification de ce protocole. Aujourd'hui, vous savez, quand on va en mission, au Parlement, là je suis en train d'aller en session, c'est sur nos maigres ressources que les États, les pays membres payent nos frais de mission pour qu'on puisse déplacer les billets et tout ça. Mais si on est ratifié et qu'on est un Parlement comme on le souhaite, et on aura des fonds, voilà, on peut même lever des fonds et puis on pourra gérer beaucoup de choses sur ce plan-là aussi. Et effectivement, il a très bien compris que c'est nécessaire qu'on soit ratifié. Alors, dernière question, l'actualité du Parlement panafricain, c'est donc sa session ordinaire qui se tient du 7 au 20 octobre 2009. Quels sont les sujets à l'ordre du jour qui seront sur la table des parlementaires? Bon, le sujet clé, comme je vous l'avais dit au départ, c'est-à-dire que nous, on essaye chaque fois qu'il y a un sujet qui a été discuté par les chefs d'État, dès qu'ils prennent une décision par rapport à un sujet donné, nous, en tant que parlementaires de l'Union africaine, on prend ce sujet-là pour en débattre. Donc, on va débattre du problème des réfugiés. Parce que cette année, c'est le sujet qui a été discuté et qui a été pris en compte par les chefs d'État. Donc, il va être beaucoup de questions de réfugiés, il va être beaucoup de questions d'immigration. Et, entre autres, il y aura la réunion des femmes. C'est-à-dire, à chaque mois d'octobre, au passage, moi j'étais la présidente du caucus des femmes et pendant 2 ans, je ne sais pas 3 ans, et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que les femmes, même pendant les campagnes électorales, ce sont les femmes qui portent la voix. Donc, il y aura la réunion des femmes avec la société civile. Et quand j'étais la présidente de ce caucus des femmes, j'ai fait en sorte qu'on mette en place un système qui nous permet de suivre les décisions qu'on prend. Parce qu'on prend des décisions, on fait des résolutions, mais après on fait quoi? Après on laisse dans la poubelle et puis c'est fini. L'année prochaine on vient, on parle des mêmes choses. Non. Dès qu'on discute d'un sujet, le sujet aussi à l'ordre du jour, c'est toujours sur les réfugiés. C'est pour dire qu'on reste dans le calendrier des chefs d'État. Il y aura certainement un grand débat sur la xénophobie, ça c'est sûr. Il y a des résolutions qui peuvent être prises et puis il y a des interpellations qui peuvent être faites par les députés, parce que chaque député a le droit de prendre un sujet et de dire, bon, moi, je veux qu'on débatte de ce sujet, qu'on prenne des résolutions pour trouver la solution. Donc, j'ai dit qu'on ne peut pas y arriver sans la société civile aussi. C'est-à-dire, quand on prend les décisions, il faut impliquer la société civile. Donc, au cours de cette conférence, il y a la société civile qui est invitée et on a mis en place un système où chaque région est représentée par 2 ou 3 membres de la société civile, un parlementaire, le Parlement panafricain et les parlementaires des pays pour le suivi des décisions qui sont prises afin qu'on puisse voir clair et qu'on ait des résultats concrets. Honorable Haïdara Aïssata Chateau, merci. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien exclusif Hémicycle d'Afrique en partenariat avec Ziana TV.